Pour ceux qui envisagent de parcourir les chemins de Compostelle, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Après avoir sillonné la partie française des chemins entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port sur 750 km, je me suis fait une opinion de ce qu'est ce GR65. Voici donc les 3 choses que j'ai adorées et les 3 choses que j'ai un peu moins aimées pendant ces 4 semaines de marche. Alors les satisfactions d'abord. En 1, sans aucun doute, les rencontres. Je l'ai dit lors des vidéos sur ce GR, ces chemins de Compostelle sont avant tout des chemins de rencontre, bien plus que des chemins de randonnée, avec 20 000 marcheurs, randonneurs, pèlerins au départ du puits, souvent concentrés entre le printemps et l'été, il n'est pas possible de ne croiser personne sur la journée. Et vous rencontrerez des personnes de tous les âges, de toutes les conditions physiques, des Français, des étrangers. Pour moi, cela aurait été un Brésilien qui voyage avec sa fille le temps d'un long week-end, une Suédoise qui avait juste envie de faire un break, un Norvégien caméraman qui revenait de reportage en Ukraine, ou bien une Allemande qui apprécie juste la gastronomie française. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que vous nouez des relations rapidement, on se livre très facilement, normal, on a quand même pas mal de choses en commun, surtout l'envie de marcher. D'où tu viens, où tu vas, tu sais où il y a de l'eau, tu dors où ce soir, sont les questions qu'on se pose tous les jours. Pour le reste, les motivations à arpenter ce chemin sont souvent très différentes. C'est vraiment intéressant, mais les personnes que j'ai rencontrées ont tout un point commun. Quand ils marchent, ça pétille dans les yeux. En 2, la variété des paysages. 3 régions et 8 départements traversés, de la moyenne montagne, des plateaux presque désertiques, des prairies, des champs de blé, des champs de maïs, des vignes, des cours d'eau, bref, du Massif central aux Pyrénées, on en prend plein les yeux. Chaque étape est différente, mais comme vous marchez, les transitions se font tout en douceur, et on a bien le temps de profiter de tous ces paysages magnifiques. Je retiendrai surtout 2 tronçons, du Puy-en-Velay à Conques, les 200 premiers kilomètres, incontournables, et puis le Pays Basque sur les 60 derniers kilomètres après Navarinx. On prend quelques dénivelés, on aperçoit les Pyrénées, avec comme point d'orgue pour moi la chapelle de Soyars, à 25 km de l'arrivée, juste après la croix de Gibraltar, qui marque le carrefour où les 3 grands chemins français du Puy, de Vézelay et de Tours se rejoignent. En 3, tout est fait pour le marcheur. On entend souvent à propos de Compostelle, chacun son chemin. Il y a autant de manières de faire le chemin que de marcheurs. C'est d'autant plus vrai que tout est fait pour que vous puissiez randonner comme vous le souhaitez et porter attention uniquement sur ce qu'il y a d'important, c'est-à-dire marcher et profiter. Si vous ne voyagez pas avec une tente, vous trouverez des hébergements très facilement et les guides comme le Miam Miam Dodo vous y aideront. Même chose pour le ravitaillement en nourriture. Et moi qui ne dormais pas en gîte, je n'ai jamais eu plus d'une journée de nourriture dans mon sac à dos. Pour l'eau, c'est pareil, je partais avec 1 litre maximum le matin. En temps normal, je consomme 1 litre environ tous les 10 km, sauf pendant la période de canicule, où je multipliais facilement par 2 ou par 3 la consommation. Et en plus, on a marché par plus de 36 degrés l'après-midi. Ça a été très compliqué l'après-midi, j'avais plus d'eau. Les 3 derniers kilomètres, ou en tout cas l'eau était brûlante dans mes bouteilles, donc c'était vraiment très difficile. Mais comme vous avez des villages ou des fontaines tous les 5 à 10 km, c'était plutôt facile. Vous avez même des ravitaillements proposés par des particuliers qui vous mettent à disposition sous forme de donativo, des boissons chaudes et fraîches, parfois même quelques petits gâteaux, très appréciables. Le balisage également est très bien effectué, alors pour les moins téméraires, il n'y aura pas de risque de se perdre. Pour l'hygiène, pas mal de toilettes sont disponibles et réparties sur le parcours, surtout les 200 premiers kilomètres jusqu'à Conques. Enfin, pour les transports, si vous ne faites pas le chemin en entier, il est là aussi facile de trouver un arrêt de bus dans un village. Des liaisons spéciales marcheurs existent aussi en début de parcours et bien sûr des gares SNCF dans les villes moyennes. Vous pourrez faire aussi du stop si vous avez un coup de mou, car, et c'est un point que j'ai un peu moins aimé et qu'on va voir tout de suite, j'ai trouvé que l'on marchait beaucoup trop sur la route à mon goût. Marcher sur la route parfois pendant plusieurs heures, c'est assez désagréable. Certains jours, on passe 80% de son temps à marcher sur du goudron. Je me souviens de l'étape entre Conques et Lévignac-le-Haut, environ 30 km. Vous partez de cette très belle cité médiévale, une bonne montée dans les bois et bim, terminé. Vous êtes quasiment tout le reste du parcours sur des départementales. Les 4 premiers kilomètres, c'est pas mal. Et après, c'est que de la route. C'est que de la route. Que de la route. Du bitume. De l'asphalte. Ce qui est frustrant parfois, c'est que vous avez des prairies à perte de vue, mais non, le chemin emprunte la route et si vous souhaitez respecter le parcours, eh bien, vous n'avez plus qu'à marcher sur le bitume. Ce que je n'ai pas trop apprécié non plus, c'est justement que le chemin tracé est assez dirigiste.
J'aime la liberté que me procure la marche et l'année dernière, lorsque j'ai traversé le Jura, j'ai vraiment eu le sentiment que si je pouvais aller dans la direction que je voulais, quand je voulais, traverser un champ, une prairie, tout ça c'était très courant. Sur le GR65, vous avez souvent le chemin et de part et d'autre des barbelés qui délimitent les champs. C'est aussi vrai sur le plateau de l'Aubrac, même si les barbelés étaient remplacés par des petits murets. Un peu comme si le randonneur était parqué sur une voie d'autoroute, et surtout ne pas en sortir, sauf pour aller dans les villages indiqués, dans les gîtes indiqués, et consommer le chemin comme on vous demande de le faire. C'est pour ça que je me suis autorisé parfois des détours, souvent qui me rallongeaient d'ailleurs, pour profiter de paysages ou d'endroits qui n'étaient pas sur le chemin. Je pense notamment à la cascade du Déroc, le 5e jour, avant Nasbinal, et puis après Cajar, pour longer le Lot et découvrir le joli village de Saint-Cyr-la-Popie, et dormir le soir dans un très joli petit camping à Vers. En parlant de dormir, troisième chose que je n'ai pas trop appréciée et qui rejoint le précédent, il y a relativement peu de possibilités de bivouaquer à toute proximité du GR, et surtout sur la section entre le Puy-en-Velay et Conques. Après, c'est un peu plus facile, mais j'ai eu du mal à trouver des infos pour anticiper les lieux de bivouac, sans sortir du chemin sur plusieurs centaines de mètres, et sans rentrer dans un champ privé. Au global, sur les 28 nuits passées sur le chemin, j'aurais bivouaqué seulement 3 fois, alors que j'aurais dormi en tente 75% du temps. Souvent le reste donc en camping ou dans un jardin d'un gîte. Le reste, des abris en dur, des logis, des gîtes, des hôtels, surtout pour me reposer, profiter d'un oreiller et recharger mon matériel électronique à 100%. Alors justement pour le matériel électronique et le reste de ce que j'ai apporté, la vidéo ici concerne justement le retour d'expérience sur le matériel emporté, ce qui a franchement marché et ce qui m'a un peu déçu ou ce que je n'ai même pas utilisé. Alors à très bientôt.